Maintenant, ce que je vous propose, c'est éventuellement de parler un peu du banquet. Donc j'ai choisi de le mettre à la suite, puisque c'est un des thèmes finalement pour commencer à comprendre Socrate, avant de rentrer dans ce qui va être du Platon un peu plus dur, du Platon un peu plus poussé, puisqu'on va rentrer après dans des textes comme le Timée ou comme la République. Donc le banquet, c'est un texte qui est vraiment formidable du point de vue de l'écriture, puisque c'est d'une certaine façon un très beau reflet de la société grecque de l'époque, puisque c'est une bande d'hommes qui se retrouvent pour célébrer la victoire d'Agathon. Et donc ils vont chacun à leur tour faire un éloge du dieu Eros, et d'une certaine manière essayer de définir ce que peut être l'amour véritable. Et donc évidemment les femmes ne sont pas de la partie, hein, et on a Alcibiade qui va se mettre un peu en avant en faisant un éloge particulier à Socrate. Donc Alcibiade et Socrate ont une relation qui est assez ambiguë, hein, puisque Alcibiade a été l'élève de Socrate, et à l'époque il était courant d'avoir des relations entre maître et élève. Hein. C'était pas du tout condamnable. C'était même une pratique courante. Donc dans ce banquet, on va avoir trois phases très intéressantes, hein, qui sont une première approche de ce que peut être l'amour et de ce que doit être l'amour. Et donc on va avoir trois grands éléments qui vont se distinguer des premiers discours. Donc d'abord un amour comme sacrifice de soi, cette idée de dévouement pour une cause juste, ou en tout cas pour un amour véritable. Ensuite on a cette idée de séparation entre l'amour céleste d'un côté et l'amour populaire, l'amour du divin et l'amour finalement assez pas bestial, mais comment dire, plutôt un amour humain, on va dire, et qui est plutôt réservé au domaine privé par opposition au domaine public. Et donc c'est très important d'avoir un peu cette idée-là d'ailleurs, puisque les Grecs sont un peuple qui distingue très nettement l'espace privé de l'espace public. Mais voilà, on va pas rentrer trop dans le détail, mais bien avoir à l'idée ce deuxième élément du banquet, qui est la séparation entre un amour céleste et un amour populaire. Et ensuite, l'idée de l'harmonie des contraires, qui va se faire petit à petit, et qui va être consacrée par un mythe. Platon aime bien toutes ces images et ces mythes qu'il met en scène. Et donc on va avoir le mythe de l'androgyne, qui va être révélé pendant ce banquet. Et donc l'idée est assez simple, hein, c'est que à l'origine il y avait une unité, un corps unique, qui réunissait deux êtres, deux âmes, et elles ont été séparées ensuite, ce qui fait qu'aujourd'hui chaque personne cherche sa moitié, cherche l'autre partie de lui-même, ou en tout cas l'autre partie avec qui il communiait à l'origine, et avec lequel il formait une androgyne, une espèce de corps unique. Et donc c'est assez intéressant, hein, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on est toujours un peu dans cette question de l'amour. Est-ce que l'amour est uniquement porté sur une personne, ou est-ce qu'au contraire il peut être porté sur plusieurs personnes? Et on a finalement un peu cette recherche des contraires qui est donnée par l'androgyne. Mais tous ces dialogues, en tout cas toutes ces idées énoncées par les invités, vont être balayées assez rapidement par Socrate, qui n'avait jusque-là pas pris la parole, et qui va prendre la parole pour finalement nous dire que lui, chose assez curieuse, il a été initié à l'amour par une femme, qui s'appelle Diotime. Alors évidemment, gros fou rire dans l'assemblée, un homme initié à l'amour par une femme. Enfin, c'est évident qu'à l'époque, la femme n'est pas considérée comme pouvant apporter son avis, ou en tout cas des idées. Elle est uniquement vue par les Grecs, et ce sera également le cas par les Romains, comme devant être la femme qui donne des enfants, tout simplement. Et donc on ne parle même pas d'amour à ce stade-là, hein, on parle juste de reproduction naturelle. Et donc finalement, Socrate va nous parler un peu de cette initiation qu'il a eue, et de cette découverte d'un amour philosophique. L'amour de l'universel, l'amour des belles choses, l'amour du bien finalement.
Et petit à petit, en creusant, on se rend compte qu'il parle en fait de l'amour de la vie en elle-même, de la vie dans toute sa globalité, et qui nous permet d'une certaine façon de mieux accepter notre sort, c'est-à-dire la mort. Et c'est d'ailleurs ce qui se retrouve dans l'Apologie. Hein. Socrate montre bien et donne cette image vraiment très, très frappante d'un homme qui n'a pas peur de la mort, puisqu'il sait qu'il a eu le temps de profiter de cet amour philosophique, de cet amour de la sagesse, et également de cet amour universel qui se porte sur toutes les choses, et qui consiste, et qui est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue pratique aujourd'hui, à essayer de chercher dans chaque personne, dans chaque acte, quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau finalement dans chaque personne? Et même aujourd'hui dans notre vie courante, quand on est face à quelqu'un qu'on ne peut supporter ou qui suscite en nous de vives émotions de rejet ou même de dégoût, il y a toujours quelque chose, une part finalement de beau dans cet autre. Et donc finalement c'est un pas vers l'autre qui nous est donné par Socrate, une très belle leçon d'humilité. Et petit à petit, il va nous dégager en fait ce qu'est l'amour par rapport au désir, c'est-à-dire que l'amour nous sort de notre individualité. L'amour nous pousse à être dans une recherche finalement de dialectique, de relation avec l'autre. L'amour nous pousse à sortir de nous-mêmes, à nous confronter et enfin pas à nous confronter, mais comment dire, à aller chercher l'autre et à se forcer finalement d'une certaine façon à établir un lien avec l'autre, à établir une relation avec autrui. Et donc de cette relation, de cette dialectique, de cette comment dire, de ces oppositions d'idées, va naître un amour véritable, un amour finalement dialectique, puisqu'il se construit par opposition de points de vue, et va permettre d'une certaine façon de s'approcher de cet amour du divin, de cet amour universel qu'on peut retrouver et qui s'exprime partout. Et donc Socrate nous dit il y a 3 formes finalement de survie. Il y a la gloire, il y a le fait d'enfanter, donc de transmettre ses gènes par la reproduction. Et enfin vient le souvenir, et le souvenir des belles pensées, le souvenir des pensées justes qui ont été émises par une personne ou par une autre, et qui font que notre nom traverse finalement les siècles, et ne meurt pas d'une certaine façon. Donc l'amour véritable, l'amour des belles idées ne peut pas s'éteindre, et c'est ça qui est assez beau dans cette idée de Socrate, et qu'on peut utiliser en fait dans la vie courante hein, de tous les jours, essayer de toujours chercher un peu cette beauté qu'il y a dans les choses, dans les gestes, dans le quotidien. Et donc maintenant nous arrivons à un 3e texte qui est tout particulièrement intéressant, qui est le Phèdre. Donc dans le Phèdre, il est question de discours, mais également de cette image du beau. Qu'est-ce que le beau? On essaye de définir un peu qu'est-ce que c'est que le beau, et donc tout part d'un des amis donc de Socrate, Phèdre, qui vient lui rapporter un discours, qui est le discours de l'Ias, et qui est un discours très rhétorique, hein, que Phèdre trouve particulièrement beau, et Socrate va petit à petit le questionner et l'amener à essayer de définir qu'est-ce que c'est que le beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau finalement dans un texte, ou même en général dans la vie. Et on va arriver très rapidement à un éloge de l'âme hein, qui va être fait par Socrate, hein, donc derrière lequel se cache un peu plus Platon. Hein. On rentre dans la partie où on a Platon qui commence à se distinguer un peu de Socrate et à amener son propre raisonnement au travers de la figure de son maître. Hein. Mais on commence à basculer un peu sur la partie Platon. Et donc il va y avoir cet éloge de l'âme qui est comparé à une sorte de char avec trois grandes composantes hein, que sont l'intelligence, le cœur et le désir, qu'on retrouvera ensuite dans la République, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail à présent. Mais on arrive aussi à une autre idée qu'on va retrouver par la suite, qui est cet amour comme réviviscence d'une certaine façon, comme retour d'une expérience, retour d'un passé que chacun connaît, et qui nous montre en fait que les idées, et on y reviendra aussi dans la vidéo suivante, les idées sont d'une certaine façon indépendantes des hommes. Les hommes ont goûté ces idées plus ou moins longtemps, en fonction du temps qu'ils ont passé à les contempler.
Et leur âme est redescendue ensuite dans un corps, donc dans ce corps qui est nommé comme tombeau, mais également comme garde par Socrate. Et de ces idées est né un désir de beauté qui parle à l'âme finalement, donc c'est un peu ce qu'on avait vu avec le banquet, et qui fait qu'on va avoir plutôt, on va trouver des choses plus ou moins belles, et il y a des choses qui intrinsèquement pardon, sont belles et nous livrent une certaine vérité qui est celle de l'amour, du vrai et du bien. Donc ce qu'il y a de beau, en fait, c'est de comprendre la valeur, ou en tout cas comment dire, l'intérêt de cet amour du vrai et du bien, de cet amour de la vie juste. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'on va avoir tous ces thèmes qui vont revenir très rapidement par la suite dans les trois textes suivants, mais donc retenir un peu ces trois grands textes que sont l'Apologie, le Banquet et le Phèdre, qui sont des textes indispensables pour parler un peu de cette philosophie de Socrate. Une très belle philosophie hein, sur la pensée et sur la vie en elle-même, qui nous livre finalement certains trésors et qui nous donne un axe, en tout cas pour orienter notre vie quotidienne. Mais nous verrons un peu dans la prochaine vidéo que Socrate, évidemment, ne va pas s'arrêter là, et Platon non plus, et vont nous laisser avec un véritable dilemme et un véritable questionnement, finalement, puisque dans la pensée socratique et dans la pensée de Platon, l'idée même qui va émerger, c'est celle du questionnement, de cette remise en question de soi-même, et de cette découverte, finalement, de la potentialité que nous avons à admirer le beau, à admirer un amour universel qui se retrouve dans toutes les choses et qui est finalement une des seules vérités accessibles aux yeux de l'homme. Voilà. Donc nous continuons la semaine prochaine avec une autre vidéo sur Socrate et Platon.